Bonjour, je suis Henri Levenbruck et vous écoutez Cheval Western, le podcast de l'équitation western. Howdy, partner. You don't mind my saying. Dans chaque épisode, je vous invite à partir à la rencontre de celles et ceux qui font vivre cette discipline, des cavaliers, des enseignants, des éleveurs, des artisans, des vétérinaires et bien d'autres personnes encore. Que vous soyez cavalier expérimenté, amateur, amoureux des chevaux ou simple curieux, ce podcast vous offrira des histoires inspirantes, des conseils pratiques et un regard sincère sur la culture western et ses traditions. Pour cet épisode numéro 2, nous partons dans les Hauts-de-France, à Lecelles plus précisément, aux écuries des Bleunis, pour rencontrer Axel Pessec, l'un des plus brillants cavaliers français de reining. NRHA, this right here is reining. Initié très tôt par son père à cet art exigeant, Axel a connu une ascension fulgurante. Champion du monde junior en individuel dès 2017, vice-champion de France en catégorie pro à seulement 18 ans, sélectionné pour les Jeux équestres mondiaux de 2018 à Tryon aux États-Unis, où il a atteint la finale et terminé à la 13e place. And this is one of those two 18-year-olds, Axel Pessec, from France, with the 8-year-old Uncle Sparky. And wow, have we seen some performances from these young guys here. L'année suivante, avec son cheval Uncle Sparky, il s'est offert 2 médailles d'argent, individuelles et par équipe, au championnat du monde jeune cavalier à Givrin en Suisse. Dans cet épisode, Axel va pouvoir nous raconter son parcours exceptionnel, ses méthodes d'entraînement, sa complicité unique avec Uncle Sparky et nous faire découvrir les écuries des Bleunis, un véritable centre de référence pour le reining en France. Alors bonjour Axel. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. On est dans le Nord, à quelques encablures de Saint-Amand-des-Eaux, dans les écuries des Bleunis, où est installée ta structure et ton centre d'entraînement qui s'appelle Axel Pessec Performance Horses, que tu vas pouvoir nous présenter. Mais avant cela, on va revenir aux sources. Est-ce que tu peux nous raconter ta première fois à cheval ? J'ai commencé il y a très très longtemps à poney. Je devais avoir 3 ans sur un poney qui s'appelait Freepon. C'est à cette époque-là que j'ai commencé et directement d'ailleurs avec une selle western et un chapeau. Pourquoi ? Parce que pour mon père, tout simplement, monter à cheval, c'était l'équitation américaine. Pas l'équitation, ce qu'on pourrait dire traditionnelle. Pour lui, c'était mettre un jean, des bottes et il se promenait en forêt au village d'à côté une fois par semaine. Et puis un jour, je suis arrivé et puis il a fini par me mettre à poney et puis je le suivais en balade avec son cheval et moi j'avais aussi ma selle western, mes rênes longues, mon chapeau, mes chaps et puis je me pensais être un cow-boy et tout simplement j'ai grandi comme ça. Mais lui, son histoire avec les chevaux, c'était quoi alors ? Tout simplement, mon père travaille dans le transport de ferraille usagée depuis toujours. Il a repris ça avec ses parents à l'époque. Et ils avaient une société de travaux agricoles à côté. Et lui, il faisait juste des balades équestres au village du coin, en fait, si je peux résumer ça comme ça. Puis de fil en aiguille, il a ouvert un peu une pension où il y avait la ferme. En fait, on faisait des travaux agricoles. C'est là qu'il a commencé à faire un petit peu de la pension. Puis il a acheté un cheval. Puis lui, il montait comme ça. Je suis arrivé. Et puis, du coup, le jour où j'ai pu tenir sur un cheval, il m'a cherché un poney club, mais que du traditionnel. Donc, il s'est décidé de le faire lui-même. Et il m'a acheté un poney, une selle western. Et puis, j'ai commencé comme ça. Et alors, cette pension, c'était ici ? C'était ici même. D'accord, sur le site où donc, on est. Oui, en fait, tout est parti d'une ferme de travaux agricoles. Et puis, en 2000, son beau-père est décédé. Et du coup, il a hérité de la société de transport et de la société de travaux agricoles. Donc, il a décidé de supprimer la société de travaux agricoles qui était moins rentable. Et puis, d'en ouvrir au fur et à mesure une petite pension de chevaux. Ça lui faisait plaisir, il aimait les chevaux depuis toujours et ça prenait du sens. Alors, est-ce qu'en dehors de ton père, t'avais une idole ou un modèle quand t'étais gamin ? Alors, tout simplement, j'ai travaillé au Kings Valley Quarter. Enfin, j'ai commencé l'équitation western, plus précisément le reining au Kings Valley Quarter Horse. Et donc, quand j'ai pu commencer à découvrir les terrains de concours en 2011, la star unique et qui est toujours d'ailleurs aux commandes
commande aujourd'hui, c'est Bernard Fonck. Ça a toujours été la star européenne pour moi. Alors évidemment, très fan des très grands cavaliers qu'on peut retrouver aux États-Unis, comme Andrea Fappani, Casey Derry, c'est tous des grands stratèges du reining. Mais c'est vrai que Bernard Fonck a toujours été quelqu'un que j'ai suivi. Et puis, en continuant dans ce sport, j'ai pu un jour faire sa rencontre. J'ai pu ensuite continuer à aller travailler un peu avec lui. Et puis, je le fais toujours d'ailleurs. Dans l'équitation western, il existe quand même pas mal de disciplines. Tout à l'heure, tu m'as dit que ça t'arrivait d'avoir envie de travailler aussi un peu avec des vaches, mais tu as choisi le reining. Qu'est-ce qui t'a plu dans le reining en particulier et comment tu entretiens encore aujourd'hui cette passion ? Quand j'ai découvert le reining, tout simplement, de voir des chevaux être capables d'être dressés à un tel niveau, ça, c'est exceptionnel pour moi, les sensations. De les dresser maintenant aujourd'hui est encore plus satisfaisant, de réussir à le faire de mes propres mains. C'est la discipline où je me suis retrouvé le plus pour le dressage équestre, pour la passion de l'élevage. Et puis derrière, d'aller en compétition, de me montrer à ce niveau-là, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Un environnement qui m'a toujours plu, où je me suis vu évoluer. En vieillissant, je m'ouvre un peu au travail de bétail juste en loisir, car c'est vrai que je sais qu'il y a un monde complet au niveau du cohorse, du cutting, tout ça, c'est des choses qui peuvent me distraire à regarder. Mais c'est vrai que je n'irai jamais m'y lancer parce que je suis trop attaché au berceau de ce qui est le reining pour moi et ce qui est moi la base en fait. Pour moi, un cheval de reining peut aller dans toutes les disciplines après. C'est un cheval qui va être polyvalent, donc c'est ce que j'aime le plus en fait. Ton parcours pour arriver ensuite jusqu'au championnat du monde junior, ça a été quoi au niveau entraînement et coach ? C'est qui sont les personnes qui t'ont entraîné ? J'ai commencé au Kings Valley, comme je vous l'ai dit. Donc j'ai travaillé avec Christophe Kayser pendant de nombreuses années, Lionel Estival, Arnaud Ferret. Ce sont mes premiers maîtres. J'ai commencé avec Arnaud quand je suis arrivé au Kings Valley. Ensuite j'ai évolué un peu avec Lionel et Christophe et ça s'est intensifié avec Christophe quand j'ai commencé la compétition en 2011 avec un cheval qu'il avait dressé que j'ai acheté dans ces années-là aussi, chez Ximatic, avec lequel j'ai concouru pendant plusieurs années partout en France avec Christophe et son appui. De là, ça se passait toujours très bien. On s'est qualifié en 2014 pour la première fois pour aller en équipe de France, deuxième fois 2015, troisième fois 2016, toujours avec chez Ximatic. Et c'est vrai que en parallèle, j'avais évolué avec d'autres chevaux, mais chez Ximatic était mon cheval de tête, mon cheval de course, avec Christophe. En évoluant, en fait, tout simplement, le sélectionneur nous a toujours fait confiance et est venu nous confier en novembre 2016 que en 2017, en juillet, aurait un championnat du monde. Et de là, tout simplement, mes parents se sont concertés, se sont dit, au championnat du monde, il va y aller, c'est sûr. Il va se qualifier avec son cheval qui est fidèle au poste, mais il gagnera pas. Parce que malheureusement, chez Ximatic a ses capacités et malgré qu'il est toujours là, il n'a jamais pu, il n'aurait pas pu aller chercher, loin, ouais. Il n'aurait pas pu aller chercher l'or. Et grâce à mes parents, on s'est mis à la recherche d'un étalon, d'un cheval de sport pour me faire monter de niveau. J'approchais de la majorité, j'avais bien décidé que j'en ferais mon métier et donc pour monter d'un cran et potentiellement aller chercher, l'objectif était d'être dans le top 5 au championnat du monde. On a regardé, il nous fallait un cheval qui fasse 73, 72 au minimum, qui nous aurait permis de nous qualifier. À l'époque, mon père était rentré dans le bureau de la NRF chez France, où on avait fait un peu plus connaissance avec Bastien Bourgeois. Et puis, en cherchant des chevaux, j'avais contacté un peu Bastien. Et mon père avait contacté Bastien. Et Bastien lui dit, écoute, j'ai pensé, j'ai mon étalon de tête que j'ai depuis un an. Un dénommé Uncle Sparky, il me dit viens l'essayer, si ça marche, ça peut être le super cheval pour le gamin pour faire ça. Et on est parti avec mon père essayer Uncle Sparky et c'est là qu'on a découvert cet étalon. Et quand je suis monté dessus, c'est un cheval qui avait pas concouru avant ses 5 ans, qui avait fait une saison avec Bastien en faisant des scores remarquables à chaque coup. Il avait peut-être gagné 5 fois sur 6 épreuves, quelque chose comme ça. C'est un cheval qui avait montré tout de suite qu'avec Bastien ça marchait. J'ai essayé le cheval et j'ai dit il y a quelque chose avec ce cheval, une puissance, un feeling, un cheval gentil, avec un caractère, avec un cheval qui allait te regarder avec un œil, si je devais le décrire, c'est vraiment son regard, c'est un cheval qui a un regard perçant quand il te regarde, on a l'impression de savoir ce qu'il pense.
ça a matché et du coup, j'ai commencé à travailler avec Bastien. À chaque vacances ou que je pouvais me permettre d'aller travailler, j'allais travailler chez Bastien. Je me suis entraîné avec le cheval, donc on a commencé la saison. J'ai découvert le cheval, première fois 70, 71. C'était des petits scores pour le cheval, mais pour moi, c'était déjà mes meilleurs scores que je n'avais jamais su atteindre avant. Et je me souviens d'un jour où, après 2 concours, justement, où je m'étais un petit peu commencé à découvrir Sparky, mon père m'a dit, écoute, on t'a acheté ce cheval pour que tu gagnes et pour que tu cours. On te fait confiance. Maintenant, tu l'as découvert, tu l'as essayé gentiment. Maintenant, il faut appuyer une fois pour voir ce que ça donne. Et donc, on est parti à un certain concours qui existe plus maintenant, mais qui est bien dommage d'ailleurs, qui s'appelait le Paris Raining Classic, où il y avait un petit peu de gain, tout ça. Et me voilà parti à ce concours avec Sparky. Bastien nous rejoint sur le concours. On se prépare. Et là, on attaque la première épreuve. Et là, je dis, on va passer une vitesse. Dans l'arène, le dossard 174, Uncle Sparky, monté par Axel Pessé. Boum, 72,5 de jeu, je ressors avec 144,5. Là, on était comme des fous parce que c'était vraiment une progression énorme d'un coup. Le lendemain, je réitère, 146,5, je gagne la plus grosse épreuve amateur alors que je faisais que du moins de 18 ans depuis toujours, quoi. Enfin, je monte vraiment d'un niveau grâce à ce cheval et j'ai continué dans ma lancée. Du coup, je suis rentré dans les sélections facilement et on est parti à Givrin. Prochain concurrent de son numéro 274. De la France, Axel Pézek avec Uncle Sparky, un étalon de 8 ans, le propriétaire Yannick Pézek. Je suis parti dans l'idée de le vouloir en me disant je vais tout donner, mais savoir que j'allais gagner, je pouvais pas le deviner. Et en passant le premier go, donc l'équipe passe et je passe mon premier go, et en ayant effectué mon premier go, en étant leader du premier go, je passe dernier de la finale. Ce qui me met très sûr de moi, en me disant je suis déjà gagnant quand on passe tous une fois, mais va falloir réitérer. Donc le lendemain final, je faisais confiance à Sparky, je savais à quoi m'attendre, je savais ce que je devais faire et je suis rentré et j'ai mis la gomme. Et à l'époque, sur ce concours-là, j'avais Quentin Gallière, un de mes professeurs aussi avec qui j'ai pu travailler pendant quelques années aussi en parallèle de Christophe et Bastien qui était fidèle à son poste pour me conseiller, me donner quelques directives pendant l'épreuve. Je me souviens encore de ce qu'ils m'ont dit pendant cette épreuve à chaque minute, car c'était vraiment très intense parce que justement, il fallait gagner. J'étais dernier, je savais ce que je devais faire pour gagner, mais alors quand j'ai fini, j'ai su que j'avais gagné. Rien n'était tombé, pas d'annonce du micro, rien. J'ai fini mon dernier stop et je me souviens encore que toute la tribune de la France, qui était on était bien supportés, je me suis tourné vers eux et je savais déjà que j'avais gagné. Et quand j'ai fait demi-tour et que la speaker, celle au micro, a commencé à faire son petit speech en mode « Vous voulez que je vous annonce le score ?» Je savais. Et quand j'ai vu l'annonce d'avoir battu avec un score de 74,5, 75, le second qui était à 72,5, 73, je savais que c'était extraordinaire. J'avais pas de mots. J'ai été le souffle coupé. Ce jour-là, c'est quelque chose que je retrouverai jamais avec un autre cheval autant qu'avec Sparky. C'est que Sparky, il avait envie de le faire. J'ai toujours eu aussi cette confiance en lui grâce à ça, c'est que je savais qu'il allait le faire, quoi. Je savais qu'il allait faire le bon choix et c'est ce qu'il a fait pendant de nombreuses années. Et c'est grâce à lui que j'ai eu une notoriété, que j'ai pu avancer à cette vitesse. Donc du coup, évidemment, après l'annonce championne du monde, j'étais à 17 ans encore amateur et encore youth. J'ai continué cette saison et à la fin de cette saison, j'ai eu une petite entrevue à l'Assemblée Générale de la NSRH France où on m'a sollicité pour passer professionnel alors que j'avais prévu de faire encore 1 an en amateur et une fois bien la majorité, passer professionnel. Donc du coup, par leur volonté, je suis passé professionnel. Sans aucun stress, j'ai toujours été assez sûr de moi et
Je sais que parfois ça peut être négatif pour certaines personnes d'avoir l'impression d'avoir quelqu'un d'un peu vantard ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que ça m'a toujours donné, j'ai toujours eu confiance en ce que je faisais en moi et ça m'a toujours tiré vers le haut et aussi donné confiance aux gens parce que je savais ce que je faisais. Donc j'ai dit ok, pas de problème, et je suis passé professionnel donc dans l'hiver de mes 17 ans à mes 18 parce que je suis du 24 juin, donc j'ai commencé les compétitions professionnelles en casque. Faut imaginer. Mais j'avais pas peur et puis ces professionnels qui s'étaient plaints que je dérangeais leurs amateurs, il y avait pas de problème, j'ai pas eu de scrupule à aller leur botter les fesses. Les titiller. Et du coup, j'ai décidé au lieu de courir pour faire ma sélection en Young Rider, donc en 18-21 comme prévu initialement pour aller faire les championnats d'Europe, j'ai décidé, suite à une discussion avec le sélectionneur de l'équipe de France, d'aller prendre ma place en senior. Et de dire, c'est moi qui vais aller aux États-Unis. Je vais prendre mon ticket pour aller aux États-Unis. Et donc, du coup, j'ai décidé de consacrer ma saison à ça avec Sparky. On s'est qualifié. J'ai eu 18 ans donc en juin et les Jeux mondiaux étaient fin août. Une fois que j'avais 18 ans, j'étais éligible. Donc, comme j'avais tout bien rempli, j'ai décollé pour les États-Unis. Bon, du coup, je faisais toujours confiance énormément à Sparky. Je savais ce que j'avais à faire. Et me voilà, je redécouvre du coup 3 cavaliers français qui travaillent aux États-Unis que je connais bien. Et j'étais parti aussi, on était 2 à partir de l'équipe de France du continent français. Je suis parti avec Bastien. Donc du coup aussi en très bonne compagnie parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu. Et du coup, j'ai décollé et puis nous sommes partis aux États-Unis et on a fait ce qu'on avait à faire. Donc on fait notre premier go, on réalise un score de 219,5, ce qui est déjà très beau parce que c'était le meilleur score français obtenu sur un jeu équestre mondiaux. Ça n'avait jamais été battu. C'était 217,5 je crois, des Jeux équestres mondiaux 2014, donc précédent. Donc nous battons ça, mais malheureusement, malgré ça, avec un niveau, on était chez eux. Et donc du coup, avec un 2,19,5, je me retrouvais juste en consolation. Donc, c'est-à-dire que la consolation, ils repêchent ceux qui n'ont pas rentré en finale du premier coup et ils en reprennent 2. Donc, du coup, me revoilà dans la consolation, mais je me dis, c'est tout, on va la faire comme si c'était la finale. Et puis, si j'ai la chance, j'ai la chance. Et là, mon meilleur score était le 21,5 avec lequel j'avais été champion du monde un an passé. J'avais pas réussi à refaire aussi bien depuis. Et en rentrant dans la consolation, Sparky plus déterminé que jamais avec moi, nous avons fait 222,5 et nous sommes rentrés vainqueurs de la consolation. Et nous sommes rentrés en finale des Jeux équestres mondiaux, ce qui a été extraordinaire. Il y avait pas de mots. J'étais dans les warm-up à côté de mes idoles depuis que je suis gamin. Donc c'était extraordinaire. Bon, une fois en finale, cheval un petit peu fatigué parce que on a fait un voyage. On est parti sur 15 jours, on a pris l'avion, 15 000 km, arrivé là-bas, encore 6 heures de trajet en trailer pour arriver à Tryon en Caroline du Nord. De là, 15 jours intensifs de pression d'entraînement pour arriver à réussir à se qualifier en finale. Donc un cheval un peu fatigué, mais toujours présent, et on est rentré aussi déterminé que jamais et avec autant de plaisir parce que là, on n'avait plus rien à perdre. Parce que gagner, on savait que ça, c'était impossible. Et Sparky a été le plus présent possible et on ressort avec un score de 220,5, ce qui est plus qu'honorable à ce niveau-là. What a cool shot that is. Axel Pasek, 18 years old for France. Wow, that was truly another fantastic performance. The 220.5 he scored. 220 into third place. Goes Axel Pasek. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais professionnel depuis cette saison-là. J'avais quelques propriétaires qui me faisaient confiance. Je venais de finir mes études, donc ça faisait 2 mois que j'avais eu mon bac, c'était terminé. Et du coup, tout simplement, la suite logique aurait été de continuer à me former et le téléphone a sonné. Et a ressonné. Et l'écurie s'est remplie. Et du coup, je me suis mis à travailler. Du coup, ça m'a jamais été possible pour moi de prendre un an et d'aller travailler aux États-Unis, par exemple, pendant un an, ce que j'aurais voulu faire, mais... Tu le regrettes un peu ? Pas une seule seconde, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi énormément grâce à mes parents. Mon père, particulièrement, qui a toujours poussé. C'est quelqu'un qui m'a toujours poussé, même si parfois ça pourrait paraître dur. Je ne serais jamais ici si mon père n'avait pas fait ça, parce qu'il m'a poussé, il m'a montré que je devais avoir confiance et que j'allais y arriver. Il m'a toujours poussé à faire ça. Et
Et je ne regrette pas une seule seconde parce que j'en suis là grâce à lui. Et je pense pas que en partant un an, je me serais peut-être fait oublier. C'était pas ma volonté. Je suis très attaché au berceau du nord de la France. Je suis quelqu'un qui aime bien sa région, qui aime bien son pays. J'aurais jamais pu partir et ne jamais revenir. Est-ce que les Jeux mondiaux donc de 2018, c'est ta plus grande fierté sportive aujourd'hui, ou il y a des événements qui t'ont plus marqué? Je peux pas dire que j'ai une plus grosse sensation que les Jeux mondiaux. Les championnats du monde et les Jeux mondiaux, c'est vraiment les deux events les plus impressionnants que j'ai pu faire. Prendre l'avion avec un cheval, s'emmener là-bas, c'est toute une logistique, c'est tout un stress, c'est toute une préparation. C'est le meilleur concours que j'ai jamais fait. Maintenant, à mon actif, j'ai énormément de futurity, de derby, de maturity champion, de classes que j'ai réussi, des finales que j'ai réussi à me qualifier dans tous les pays, où c'est des concours où je suis extrêmement fier d'arriver à performer, avec des chevaux que j'ai dressés, avec des progénitures de Sparky en plus, comme le derby italien cette année, je suis rentré en finale avec un poulain de Sparky, avec un poulain de deux chevaux que j'ai concouru en étant jeune, et c'est vrai que une fierté pour moi d'arriver aussi à ce niveau-là avec des chevaux que j'ai fait moi de mes propres mains. Les premiers clients que j'ai eu au début sont toujours là et j'arrive à faire garder ça. Et pour moi, c'est ça ma plus grande fierté, c'est de réussir à performer à tel niveau grâce à eux et grâce aussi à toujours ma famille qui me soutient. Beaucoup mon père par rapport aux conseils qu'il peut avoir autant de la gestion des écuries que sur hangar, sur les chevaux, que ma mère qui est toujours là pour moi, que ma sœur aussi. Enfin, et ma compagne qui est aussi là toujours à me suivre et à aller avec moi avec les concours, etc. Et maintenant ma petite fille aussi qui est là, oui, qui vient de faire son apparition. Donc tout ça, c'est des grandes fiertés. C'est vrai que j'ai un petit pincement au cœur à chaque fois que je repense aux Jeux mondiaux, aux championnats du monde. J'espère que j'aurai la chance de revivre ça un jour. J'espère continuer longtemps et réussir à monter de niveau et puis continuer. Et de plus en plus aller titiller les Américains. L'année prochaine, je vais pouvoir concourir toute une saison entière aux États-Unis vu que je me suis acheté un cheval là-bas pour travailler parce que mon ami Arnaud Ferrin avec lequel j'ai commencé s'est installé lui aux États-Unis et du coup il est où? À Whitesboro, au Texas. Et du coup, grâce à lui, je vais pouvoir m'ouvrir les portes des plus gros concours américains comme le NRHA Futurity, toutes des grosses compétitions auxquelles j'ai pas encore participé et je vais y aller. Ça sera un plaisir de te suivre depuis la France. Quelle est la qualité principale que tu cherches dans un cheval de reining? Tu parlais tout à l'heure des poulains de Sparky. C'est quoi la qualité essentielle que tu cherches chez ces chevaux-là? Alors, une seule qualité ne convient pas assez, mais j'en ai plusieurs. J'ai besoin d'un cheval qui est très froid mentalement, disponible. On a besoin d'un cheval qui est partenaire. C'est-à-dire que Sparky, j'ai toujours eu un cheval où à la seconde où je m'assois dessus, on ne fait plus qu'un. Donc j'ai besoin de chevaux sur lesquels je vais m'asseoir, on va se connecter, on va être en phase pour justement pouvoir faire quelque chose. Du bon reining, c'est un cheval qui a une balance naturelle, un talent naturel. On extrapole le travail, on extrapole le talent d'un cheval. On cherche à travailler en fait un cheval qui naturellement sait faire et on va lui apprendre à positionner ses pieds mieux, à se tenir mieux, mais on va pas lui apprendre à avoir le naturel de casser le rein pour aller glisser, que quand on va ouvrir nos jambes, lâcher la pression pour le faire avancer, le cheval va engager l'arrière-main, va penser à se mettre sur son arrière-main pour se rendre disponible, que quand on va lui bouger les épaules, il va penser à croiser les chevaux. Vous pouvez prendre n'importe quelle race de chevaux, c'est pas naturel pour eux de croiser les pattes. Vous prenez un quarter horse, vous tirez sur l'arène, il va croiser. C'est ce naturel-là qu'on a besoin. Donc après, chaque cheval a son niveau. Ça ne fait jamais d'eux des mauvais chevaux. Pour avoir un cheval de haut niveau, il faut cette balance naturelle, ce mental pour pouvoir être disponible et qu'on puisse travailler main dans la main et justement l'emmener à devenir la meilleure version de lui-même. Maintenant, un cheval plus lambda qui va pas avoir ce niveau-là conviendra quand même à quelqu'un, peut-être un amateur, qui fera quand même un excellent cheval, même si son niveau naturel ne le permet pas d'aller à un super niveau. Ça restera toujours un bon cheval si naturellement il a envie de le faire. On peut pas forcer un cheval. Souvent, on entend les gens dire c'est un bon cheval, mais il est compliqué. C'est pas un bon cheval s'il est compliqué. Un bon cheval, c'est un cheval qui est facile, c'est un cheval qui a envie de faire, qui est simple à utiliser, qui va être disponible. Un cheval compliqué, ça reste un cheval compliqué. Il est pas bon, il est compliqué. Ça marchera jamais devant un juge parce que c'est déjà assez difficile de performer avec un cheval qui a envie de faire.
avoir un cheval disponible, c'est ça qui est important. Un cheval compliqué qu'il faut réfléchir pour le faire fonctionner, ça ne marche pas. Est-ce que tu as un rituel quand tu rentres en piste? Alors, j'ai pas de rituel particulier. Je suis quelqu'un de très superstitieux. C'est-à-dire que Sparky avait son tapis, avec lequel c'était le tapis. Si je mettais ce tapis-là, c'est que c'était une classe que je voulais gagner. D'accord. Aujourd'hui, il est un petit peu abîmé, mais je l'ai encore mis quelques fois avec quelques-uns de ces poulains lequel ça a fonctionné. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très superstitieux. C'est-à-dire que si ça marche, j'essaie quelque chose, ça marche, je vais le garder. Si c'est sûr que c'est quelque chose qui ne fonctionne plus, je ne le mets plus. C'est-à-dire que j'ai un tapis, par exemple, un tapis kaki qui est très beau. Et à chaque fois que je l'ai pu le mettre, il m'est arrivé une cacahuète. Donc ce tapis, je ne le mets plus. Tu l'as mis en déco. C'est ça. J'ai eu le même chapeau pendant presque 10 ans en compétition, avec lequel j'ai tout gagné évidemment, mais j'ai aussi des fois eu quelques casseroles. Mais c'est vrai que j'ai toujours gardé ce chapeau-là. Il n'est jamais changé, malgré que j'en ai fait faire d'autres. Et là, très récemment, je me suis fait faire un chapeau en feutre noir et je l'ai essayé directement au championnat d'Europe. Ça m'a plutôt réussi, donc du coup, je vais le garder. Là, en ce moment, on est dans l'écurie des Bleunis. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter la structure? Alors, les écuries des Bleunis, c'est quoi? C'est déjà tout d'abord par son nom. Pourquoi les Bleunis? C'est le nom du lieu-dit? C'est le nom d'une fleur qui poussait dans les champs à l'époque. Ce qu'on appelle une fleur qui s'appelle une bleuée. Et malheureusement, on n'en a plus trop aujourd'hui, mais c'est pour ça que tout est parti. Parce qu'à la base, c'était la ferme des Bleunis. Et tout simplement, en transformant ça en écurie, on n'avait pas ça habilité comme tout le monde à mettre farm quelque chose. Non, c'était écurie des Bleunis, c'était ferme des Bleunis, ça devait être écurie des Bleunis et j'ai toujours tenu à garder ce qu'au jour d'aujourd'hui, ma marque c'est Axel Pesec Performance Horse, mais sur la page il y a écrit écurie des Bleunis parce que c'est le lieu et ça me tient à cœur de garder ces écuries là, c'est-à-dire que demain on me proposerait de refaire toute une écurie complète neuve quelque part ailleurs, je ne le ferai pas. C'est chaque pierre ici, chaque bâtiment a été monté avec mon père, on l'a fait ensemble, ça ne bougera jamais. Donc les écuries, c'est quoi? C'est une pension de chevaux qui s'est extrapolée pendant toutes ces années. Aujourd'hui, on a 90 box, 2 manèges, un rond de longe, un super saloon là où nous sommes d'ailleurs. Ouais. Tout est organisé pour que ce soit logique de travail, une facilité. C'est un cadre convivial qui a été construit, on l'a bonne partie construit tout nous-mêmes. Comme on est des bons bricoleurs avec mon père, on a tout fait ensemble. C'est toujours fait aider par de bonnes personnes. Et donc aujourd'hui, on est sur une écurie de 5 hectares avec lequel on peut disposer de, comme je disais, de manèges, de box, de douches, de paddock extérieur. Tout est fait pour la sécurité et le bon fonctionnement de vie des chevaux. Moi, en étant tout gamin, j'ai monté à poney, on m'aurait mis une bardette, j'aurais mis une barre d'obstacle, j'aurais fait du CSO. Ouais. On m'a mis une selle western, j'ai été un cow-boy et en fait, c'est ce qu'on veut transmettre à plein d'enfants maintenant, c'est que tous les enfants qui arrivent au Poney Club aujourd'hui, ils achètent des petites bottes de cow-boy, ils viennent en jean et ils montent avec une selle western, un tapis western, une bride western, un poney de couleur western. C'est pas qu'on leur prive de CSO, mais c'est que on doit se battre contre 150 ans de Saumur derrière nous. Donc, il faut trouver une idée. Et cette idée, c'est de commencer par les petits. Il y a ça qui marche très bien. C'est-à-dire que, ils évoluent à partir de 8 ans. Quand ils ont suivi le cursus depuis le début, ils sont assez grands. Ils pilotent assez bien pour pouvoir être sur des petits quarters. On va faire du reining, on va faire un petit peu de trail. Ils vont manipuler des quarter horse qui sont extrêmement bien dressés et qui nous permettent de faire des choses exceptionnelles déjà aux enfants. Et on les fait grandir comme ça, après des ados. Et puis, du coup, les parents finissent par investir comme mon père a pu le faire. Et puis, mon histoire, elle peut se répéter avec quelqu'un d'autre. C'est pas une histoire unique. Et tout simplement, on a déjà réussi à la réaliser plusieurs fois. D'où le fait que on fait un élevage, parce que comme ça, les produits ils viennent de chez nous. Donc du coup, on vend nos produits à nos élèves, et tout ça, ça prend son sens en fait. Et après, on a aussi beaucoup de repris de gens qui en ont marre de se casser la gueule dans les bains, excusez-moi de ma vulgarité, mais qui en ont marre de se faire arracher les bras par certains chevaux qui sont ingérables.
Et Tu penses pas à moi là en disant non, ça? du tout. Mais du coup, t'as des gens qui sortent du classique et qui disent, nous, on veut plus de ça, on veut quelque chose de plus calme, de plus sécure, parce que l'équitation américaine, c'est tout d'abord le contrôle. Un cheval à une main avec beaucoup de confort et de facilité. Après, on est libre de lui aller faire de la randonnée pendant 3 heures avec un cheval, on va prendre que du bonheur, que d'aller dans une piste et faire du sport. Tout est possible. Et c'est ça l'avantage du Quarter-Horse, c'est ça. Et du coup, ça réunit beaucoup de monde et de plus en plus. Alors, à quoi ça ressemble une journée d'Axel aujourd'hui? Parce que tu m'as dit tout à l'heure, tu montes entre 15 et 18 chevaux par jour, c'est ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce que on pourrait croire pas possible, mais c'est possible en faisant certaines choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis entouré d'une très grosse équipe. Je suis quelqu'un de très motivé. Du coup, j'attaque le matin. Mon premier cheval est scellé à 7h. Et du coup, à 7h, j'attaque le premier. Et j'enquille ma journée jusqu'à temps de faire mes chevaux. C'est-à-dire que j'ai mon peloton de chevaux habituel. Je tourne dans les mêmes. C'est-à-dire que j'ai 3 2 ans, 3 3 ans, 3 4 ans, 3 chevaux de derby. Car c'est les chevaux avec lesquels je vais concourir dans ma saison. Donc ces chevaux-là, je les garde toute l'année. Donc les 2 ans, c'est mes futurs jeunes chevaux de 3 ans. Donc il faut que je les dresse moi-même. À cela se rajoutent des chevaux d'amateurs que je dois dresser pour emmener avec moi en compétition. Après, ça peut m'arriver d'avoir un peu plus de chevaux de derby, par exemple. Et du coup, selon un derby, je vais aller avec ces 3-là. Un autre derby, je vais avec 3 autres. Donc, ça me fait tourner toujours entre 15 et 18 chevaux. De toute façon, plus, c'est pas possible. Déjà, 18, c'est vraiment dans certaines périodes. Mais sinon, on est plus autour d'une petite quinzaine. Après, j'ai ma groom qui va s'occuper des soins des chevaux, etc., qui connaît les chevaux, qui va justement m'aider de ce côté-là pour permettre aux chevaux d'avoir un super suivi, que ce soit, on va pouvoir les mettre dans la machine de froid, dans le solarium, le marcheur, mettre un cheval plus dehors que d'autres, car il en a besoin. Enfin, vraiment adapter chaque besoin à chaque cheval. On va essayer de faire ça au mieux, quoi. Et donc après, je suis aidé d'une équipe qui peut aussi me permettre de faire tourner les chevaux et de laisser certains chevaux monter par quelqu'un d'autre pendant un temps, les reprendre, et du coup, ça nous fait tourner. Aujourd'hui, on a 45 chevaux à l'entraînement et c'est ce qu'on arrive à te faire tourner tout ça, quoi. Et énormément de chevaux de commerce, car c'est quelque chose où je m'épanouis bien, c'est quelque chose que j'arrive à bien faire. J'aime entraîner des chevaux pour revendre pour des gens, créer des histoires, c'est sympa de rencontrer beaucoup de monde. Je suis plus axé là-dessus, et après, grâce à mon équipe, qui sont axés aussi sur l'enseignement. Moi, je suis plus sur le coaching parce que je suis souvent en déplacement pendant la saison, ce qui me permet pas de faire des cours particuliers, assez récurrents par semaine, parce que un coup je suis là, un coup je suis parti en compétition. Donc, du coup, c'est mis en place avec quelqu'un d'autre pour justement que les gens soient toujours bien suivis. Alors, comment t'as géré l'arrivée d'une petite fille dans ta vie? Parce qu'elle a quel âge là? Elle a quelques mois. 3 mois, oui, c'est ça. Comment tu as géré son arrivée? Comment tu gères Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. J'ai toujours su qu'un jour je serais papa. C'est quelque chose qui m'a toujours, ça m'a toujours attiré. Et c'est vrai que j'ai toujours des copains qui ont eu des enfants, tout ça. Je me suis toujours senti à l'aise avec ça. Et c'est pas quelque chose qui m'a stressé. Alors après, c'est sûr, c'est pas moi qui l'ai porté, donc ça m'a pas handicapé directement déjà pendant les 9 premiers mois, on va dire ça comme ça. J'ai la chance d'avoir une petite fille qui est arrivée, qui est super sage, qui m'a pas empêché de dormir. Elle fait ses nuits? Elle fait ses nuits déjà presque quasiment depuis le tout début. Elle a un super caractère. Elle est super facile, quoi, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est un bonheur tous les jours, et c'est une raison de plus pour laquelle je me lève tous les matins et je me dis il faut continuer, il faut que ce soit gros, il faut que ça marche, parce que derrière maintenant il y a quelqu'un qui compte sur moi, parce que je veux qu'elle ait toutes les chances de son côté. Donc j'espère, et si elle le souhaite, travailler un jour dans les chevaux, ou ne serait-ce que de monter pour le plaisir, lui transmettre tout ça, parce que mon père l'a fait pour moi, et aujourd'hui mine de rien je suis déjà en train de le faire pour elle. Je le fais encore quand même pour moi, évidemment, et si elle veut le faire, ce sera une grande fierté maintenant. Et puis elle aura l'infrastructure. Elle aura tout ce qu'elle veut pour y arriver, ça c'est sûr. Alors, comment tu imagines ton avenir dans 10 ans, par exemple? Alors, je m'apprête à passer les $100 000 de gains. Ouais. Mon objectif est d'un jour arriver à 1 million. Donc, je ne sais pas si dans 10 ans j'y serai, mais mon objectif de carrière, c'est qu'une fois que j'aurai fait $1 million de gains, je pense que je pourrais me dire, j'ai fait ce qu'il fallait.
que je me vois dans 10 ans, c'est d'avoir fini ces écuries complètement, c'est d'avoir un programme bien routé, bien rodé. Qu'est-ce qui manque dans les écuries là? Pas grand-chose. Ouais. Pas grand-chose, mais après, je pense que tous les cavaliers, tous les gérants d'écuries qui pourront entendre ce podcast seront d'accord avec moi. Il y a toujours quelque chose à faire, donc c'est vrai que c'est un peu judicieux de dire que ça sera terminé, mais en tout cas, les grosses œuvres se terminent. Là, on vient de finir le dernier gros manège, donc je pense que niveau des gros investissements, mais dans 10 ans, je me vois avec ma fille toujours et continuer ma carrière et puis que ça tourne, quoi. Qu'est-ce que fait ta compagne? Tout simplement, elle entraîne avec moi ici au quotidien. Donc le but, c'est que tous les deux, on continue de performer. C'est l'objectif. Mais donc ça veut dire que ta fille, elle est là tout le temps? Elle est là non-stop. Elle est déjà au bord de la piste à 3 mois dans son berceau et je veux pas en rater une miette, ça c'est sûr. Aujourd'hui, le cheval dont tu te sens le plus proche, est-ce que c'est Sparky ou est-ce que il y en a eu avant Sparky, c'est le cheval de ma vie. C'est mon cheval, c'est mon cheval. Après, mon cheval professeur. J'ai eu 3 chevaux de cœur jusqu'à maintenant. J'ai eu mon premier cheval, donc Cheximatic, qui est toujours là, que c'est mon cheval de cœur. Comment dire, c'est que c'est un cheval qui m'a tout appris. J'ai fait mes bêtises dessus, j'ai appris, j'ai fait des erreurs. Il a toujours été là, il a toujours répondu à son job. Aujourd'hui, c'est un gentil pépère. Il a 19 ans cette année. Et aujourd'hui, il fait encore les cours avec les ados et il donne encore la passion qu'il m'a donnée. C'est lui qui m'a donné ma passion pour cette discipline et de faire ça. Celui qui m'a fait briller, c'est Sparky. C'est lui qui m'a tout transmis. C'est avec lequel j'ai eu une vraie complicité en vieillissant parce qu'on a traversé les pays, le monde entier ensemble. Et c'est vrai qu'avec ce cheval, j'ai quelque chose de plus. Aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, j'ai pris la décision que mon père s'amuse avec tous les jours et le monte un petit peu pour le garder en forme. Mais moi, je ne veux plus le monter parce que je ne veux plus lui redemander ce que j'ai pu lui demander comme pression parce que je ne suis pas égoïste avec lui. Il m'a tout donné. Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est que tous les matins, je le prends et je vais le mettre au paddock. Il vit sa vie de reproducteur et il est heureux. Semi-retraité. Voilà, et on a ce petit truc ensemble et ça passera jamais. Et la dernière, c'est ma jument de cœur, c'est Wheezy, que j'ai perdu malheureusement d'une colique l'année dernière. Et cette jument, c'est avec laquelle j'ai suivi après Cheximatic, un peu en parallèle de Sparky, qui arrivait très vite après derrière elle. Et c'est la première que j'ai un peu dressée moi-même et que j'ai découvert aussi, donc qui m'a appris la joie de dresser un cheval. Donc c'est ces 3 chevaux qui se réunissent le plus pour moi et aujourd'hui, je l'ai porté autant l'un de l'autre que dans mon cœur, mais c'est vrai que Sparky a cette petite touche où on a vraiment fait tout ensemble. Alors pour conclure chaque entretien, je fais un petit questionnaire. Il y a 9 questions un peu rapides du tac au tac que j'ai appelé le questionnaire de Jolly Jumper. Un peu à la manière du questionnaire de Proust. Alors est-ce que tu es prêt? Ouais, carrément. Le questionnaire de Jolly Jumper. Axel, ton mot préféré du vocabulaire western? Ce que je préfère, c'est le mot cowboy parce que c'est auquel je m'identifierais. Donc, j'ai rien que le mot, c'est le truc. Je suis un cowboy. J'ai cowboy. J'ai un pick-up de cowboy, un chien de cowboy. J'ai mon chapeau dans ma voiture. Je suis un cowboy, ouais. D'accord. Ton cheval de fiction ou de légende préféré? Spirit. Le bruit ou le son que tu aimes le plus entendre quand tu viens ici? Le bruit des chevaux. C'est-à-dire que même s'ils dénissent pas ou qu'ils bougent pas, il y a quelque chose. C'est qu'on rentre dans une écurie et c'est pas bruyant, mais c'est pas vide. On entend quelque chose et je sais que je me sens jamais seul. Je peux être tout seul aux écuries, entraîner des chevaux tout seul. Je me sens pas seul. Il y a toujours quelqu'un, toujours quelque chose. Et le bruit que tu détestes? Les chevaux qui tapent. Les chevaux qui tapent dans les murs, ça c'est... Je sais pas, même mon ici, il ne tape pas, alors ça va. Ton odeur favorite? Je sens même plus l'odeur des chevaux, alors j'avoue que... Après, j'ai quelqu'un qui aime beaucoup la nature, qui aime beaucoup être dehors, et c'est vrai que rien que tout simplement de sentir de l'air sur moi, ça me suffit. C'est l'air de la nature. Je pourrais pas vivre enfermé, c'est pas possible. En ville, c'est pas possible. Le cowboy ou la cowgirl de fiction que tu admires le plus? J'avoue que j'ai une bonne j'ai une bonne attirance depuis quelques temps sur Kevin Costner qui joue John Dutton dans Yellowstone, évidemment. C'est un de ses plus
plus beau rôle. Je pense que c'est une série qui relie tout pour moi. C'est que c'est une série américaine, c'est l'histoire américaine de gérer une vallée. Tout ça, l'intrigue, tout ça, j'adore. C'est vraiment, ça rejoint nos idéaux de vie parce que mine de rien, on vit dans ce style-là. Donc tout simplement, on s'y retrouve, on regarde là, on s'identifie très vite. C'est sympa. Si t'étais un cheval, tu serais de quelle race et de quelle robe? Un quarter horse, je serais tout simplement soit alezan, simple mais beau, un alezan beau, comme Sparky. Comme mon cheval. Ou tout simplement un palomino, parce que c'est vrai que j'ai une bonne préférence pour les palominos. C'est chez Ximatic était palomino et toujours d'ailleurs palomino. Et c'est une couleur que j'aime bien parce que selon les saisons, elle change un peu de ton et je trouve ça sympa. Pour toi, c'est quoi la liberté à cheval? C'est le galop. C'est prendre le galop, c'est une sensation de vitesse, de légèreté, je dirais que c'est le galop, c'est ça la liberté. Une fois qu'on est au galop, on pense plus à rien. Galoper dans un pré tout seul avec un cheval à fond, il n'y a pas de mots, on est tranquille. Et enfin, si tu devais conseiller à nos auditeurs un seul film ou un seul livre ou une seule série télé, ça serait quoi? C'est vrai que j'ai beaucoup aimé un film, pourtant c'est du CSO, mais Japlou. Et c'est un film que j'ai mis du temps à regarder parce que déjà par le fait que c'est pas du reining, c'est pas d'équitation américaine, mais c'est vrai qu'en regardant l'intrigue et en regardant le film, c'est un film qui m'a plu par rapport à un sportif qui se remet en question, qui a des doutes sur sa vie, qui se dit est-ce que je continue là-dedans, est-ce que je continue pas là-dedans, et qu'au final s'y retrouve et a toujours été soutenu d'un seul cheval un peu. Je m'identifie pas là-dedans par rapport à Sparky car j'ai jamais eu le doute de ce que je voulais faire dans ma vie, mais c'est vrai que lui, ce mec-là, Pierre Durand, il a le doute, il se dit qu'est-ce que je fais, je continue dans les chevaux, je continue pas, ce cheval, je le vends pas, et finalement il le garde, et c'est une belle histoire. Ok. Et ça résume un peu ce que je pense que s'il y a des gens, des fois, ils ont des doutes dans ce qu'ils doivent faire, ils doivent pas en avoir et ils doivent foncer, parce que je suis quelqu'un qui est assez fataliste, je me dis qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut tout faire, faut se rendre heureux, faut pas regretter. Ok. Merci beaucoup Axel, c'était un plaisir de te retrouver chez toi. De rien, avec un plaisir partagé, et puis suite à la prochaine épisode. Oui, je pense qu'on va se recroiser dans des futures compétitions où je serai spectateur et toi sur ton cheval. C'est fort probable. À très bientôt, salut Axel. Au revoir. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous donnera envie de découvrir mes prochains invités. Vous trouverez des notes et les références des différentes œuvres citées dans cet épisode sur l'article qui lui est consacré sur notre site internet cheval-western.fr. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire, c'est hyper important, c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et d'aider d'autres personnes à le découvrir. Et puis, comme dans un ranch, tout est plus agréable quand on partage, alors n'hésitez pas à faire passer le mot autour de vous ou sur vos réseaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, ride safe et gardez l'esprit western.